Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je vais être direct. Nous allons bel et bien repartir dans les cendres du dossier le plus toxique de ces derniers mois pour ceux qui atterriraient, de ces dernières années pour les plus renseignés, pour les plus avancés. Alors oui, malheureusement, on va devoir remettre notre nez là-dedans alors que franchement, on s'en serait passé. Petit disclaimer, vous vous rendez quand même compte que dorénavant, je flippe rien qu'à l'idée de prononcer le nom du personnage principal de ce dossier. Tellement, il y a des gens qui partent en croisade, qui se transforment en brigade antisyllabe, qui sont prêts à corriger la prononciation globale, mondiale, à signaler des vidéos, à envoyer des menaces, parce que c'est allé jusque-là, et des messages pédagogiques sur l'intonation correcte en allemand de 1923. S'il vous plaît, respirez, tout va bien, apaisez vos cœurs. Pour les autres, rassurez-vous aussi, cette vidéo n'est pas une énième compilation factuelle comme on en voit fleurir tous les jours maintenant sur YouTube. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en observant les suites de cette affaire, un détail matériel m'a frappé. Un glissement qui change toute la perspective de l'histoire. Un truc qui fait que clairement, tout ça ne s'arrête pas simplement à qui était, avec qui et à quel moment, mais qui pose une autre question tout aussi large, mais beaucoup plus ancienne. Et franchement, tout aussi flippante, vous allez le voir, quand on commence à connecter les points. En effet, que fait-on des lieux où se sont passées des choses aussi abominables? On les rase, on les laisse pourrir ou on les recycle, on les rebaptise, on leur met une nouvelle peinture et on prétend que c'est devenu un endroit neutre, un endroit pur. Parce que moi personnellement, jamais je pourrais aller vivre dans des endroits où il s'est passé ce genre d'immondice. Alors vous l'avez compris, nous n'allons pas parler de personnes, de réseaux ou de rumeurs. Nous allons parler de géographie et de mémoire, parce que vous allez voir que ceci n'a pas été beaucoup traité. Imaginez un territoire de plusieurs milliers d'acres, perdu dans l'immensité du désert du Nouveau-Mexique. Une propriété assez vaste pour absorber le silence, assez isolée pour fonctionner en autonomie, assez éloignée pour que l'on puisse s'y rendre sans jamais croiser le regard d'un voisin. Ce lieu existe bel et bien, les amis, et ce lieu s'appelle Zorro Ranch. Pendant des années, Zorro Ranch a été mentionné dans des dépositions sous serment, inscrit dans des chronologies judiciaires, associé à des témoignages qui décrivent l'un des réseaux les plus machiavéliques de notre époque. Pourtant, Zorro Ranch ne se comprend qu'en lien avec une géographie plus large. L'appartement new-yorkais saturé d'images dérangeantes, les résidences de Palm Beach, l'île privée de Little St. James, devenue un symbole mondial de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, Epstock, je fais une petite blague mais je n'en ferai plus, a toujours été une affaire de lieux, d'espaces privés et d'infrastructures fermées. Ça, c'est clair. Et depuis plusieurs mois, les dossiers continuent d'être analysés, commentés, disséqués. De nouvelles photographies circulent, des chronologies se précisent, des noms réapparaissent dans l'actualité. Pourtant, au milieu de cette matière documentaire vertigineuse, une question demeure étonnamment peu posée. Que deviennent donc ces territoires lorsque le scandale s'installe durablement dans l'histoire et lorsque les investigations ne sont pas terminées? Zorro Ranch, vous allez le voir, n'a pas été transformé en site figé dans la mémoire collective. Il a été, accrochez-vous, racheté. Et c'est précisément cette actualité qui nous oblige à y revenir aujourd'hui. Effectivement, en 2023, le domaine a été vendu et officiellement rebaptisé San Rafael Ranch, avec l'annonce de sa transformation en camp chrétien dédié à la guérison et à la restauration morale. Rendez-vous compte, là où Epstein a fait ses horreurs. Et aujourd'hui, on apprend, donc en 2026, que des investigations sont relancées à la lumière de nouvelles publications documentaires massives. Autrement dit, alors que le lieu a changé de bannière spirituelle depuis 2023 apparemment, le dossier, lui, ne s'est jamais refermé et aujourd'hui, il a besoin de nouvelles investigations. Le déplacement est considérable. Un espace mentionné dans des accusations gravissimes et intégré à un dossier international a changé depuis 2023 de signification publique. Ce n'est plus seulement un bien immobilier, vous allez comprendre, c'est un symbole qui bascule. Alors, ce dossier ne vise pas à répéter les faits déjà exposés, ni à entretenir un imaginaire sensationnaliste. Il n'y a pas besoin, cette histoire est assez nauséabonde toute seule sans avoir besoin d'en rajouter. Mais il interroge un mécanisme plus profond, la manière dont les sociétés requalifient les territoires compromis. Comment un lieu chargé d'accusations peut-il être absorbé dans un nouveau récit moral? À quel moment une transformation matérielle devient-elle une opération de réécriture symbolique? Et vous allez voir que ça, c'est un motus operandi.
Car contrôler un lieu, c'est aussi contrôler ce qu'il représentera demain. Et lorsqu'un territoire aussi vaste et aussi problématique change de fonction sans que toutes les zones d'ombre n'aient été pleinement éclaircies, la question à ce moment-là ne concerne plus seulement le passé, mais la continuité possible d'une structure sous une façade renouvelée. Il me semble que ceci est bien légitime. Alors installez-vous confortablement les amis, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire. On y va, on y go, et c'est maintenant. Alors effectivement, si l'image dominante du scandale s'est cristallisée autour du Nil, ce choix iconographique a progressivement relégué au second plan un territoire dont la dimension matérielle est pourtant sans commune mesure avec l'enclave caribéenne. Et oui, Little St. James a offert au récit une forme simple, immédiatement visualisable, presque pédagogique. Et c'est précisément pour cela qu'elle a été élevée au rang d'emblème de cette sordide affaire. Un périmètre maritime, un horizon fermé, une scène que l'on peut tenir entièrement dans un seul cadre. Mais vous allez voir que lorsque l'on déplace le regard vers le continent, vers le Nouveau-Mexique, vers Zorro Ranch, la géographie cesse d'être un symbole pour devenir bel et bien une infrastructure. Et l'affaire cesse d'être une image pour redevenir un système, ce qu'on a tendance à vouloir nous faire oublier. Il s'agit d'un système. Le ranch ne constitue pas une annexe. Il représente, sachez-le, la plus vaste propriété connue d'Epstein. Près de 10 000 acres intégrés au territoire américain, à proximité de Santa Fe, dans un état marqué par une densité particulière d'installations fédérales et de pôles de recherche, dont le Los Alamos National Laboratory. Ce laboratoire historique du programme Manhattan, qui a été créé pour développer la première génération d'armes nucléaires. Sachez qu'il demeure encore aujourd'hui l'un des centres majeurs de recherche stratégique des États-Unis, au croisement du nucléaire, de la sécurité nationale et des technologies de pointe. Alors, même si ce contexte n'a pas vocation à prouver une quelconque opération de telle envergure, encore que ce contexte nous permet de considérer ce Zorro Ranch non comme un simple décor, mais comme un événement tout aussi important des dossiers. Parce que quand le nom de Jeffrey Epstein apparaît précisément en interaction avec des milieux qui appartiennent à cette même sphère, rappelez-vous, je les ai mentionnés dans ma vidéo de dimanche dernier, que je vous mets en barre de description de cette vidéo-ci pour ceux qui ne l'auraient pas vue, on a des échanges documentés avec des gens de l'acabit de Bill Gates. La présence et la proximité de figures comme Marvin Minsky, Lawrence Krauss, Stephen Hawking. Et plus largement, une stratégie assumée d'arrimage au réseau scientifique, universitaire et financier, non comme un vernis culturel, mais comme une mécanique de pouvoir. Du coup, le ranch s'inscrit donc dans une cartographie où l'élitisme n'est pas une impression, c'est une architecture relationnelle. Et en plus, l'architecture du lieu à proprement parler, elle aussi, mérite d'être observée sans naïveté. La résidence principale, environ 26 700 pieds carrés, est construite sur une élévation naturelle qui offre un contrôle visuel étendu sur l'entièreté du domaine, comme si la topographie elle-même avait été choisie pour dominer plutôt que pour habiter. Autour d'elle s'articulent des structures annexes et parmi elles une construction circulaire bleutée, immédiatement reconnaissable, qui revient d'ailleurs sans cesse dans les descriptions et les images, précisément parce qu'elle ne ressemble pas à une dépendance ordinaire. Elle est d'ailleurs souvent qualifiée de temple dans la presse américaine, et ce qualificatif n'est pas une commodité. Il tient au plan circulaire, à l'organisation centrée sur une tour, à une esthétique qui renvoie à une grammaire rituelle plus qu'à une logique agricole. Et en plus, c'est un peu un bis repetita, puisque ça ressemble beaucoup à celle qu'il y avait sur Little St. James. Parce que cette structure réactive clairement ce motif déjà présent sur l'île. Je parle de ce que les gens ont appelé chapelle, temple, et que nous avons vu en détail beaucoup plus justement que celle de Zorro Ranch. J'en parle aussi
dans mes vidéos que je vous mets toujours en barre de description de celle-là. Et cette structure repose sur une signature formelle comparable aux architectures religieuses du Moyen-Orient, notamment à Alep, prouvant que ce type de bâtiment n'est pas neutre dans sa symbolique. Et donc là, en plus, il la répète. Quoi qu'il en soit, que l'on adhère ou non à l'interprétation, la répétition du motif est indiscutable. Elle demeure. Deux propriétés distinctes, un même langage architectural, une même obsession du cercle, du centre, de la tour, comme si l'espace devait être organisé, non pour la vie quotidienne, mais pour autre chose. Clairement, cela seul suffit à exiger une lecture plus dense que le simple bâtiment atypique comme les médias en parlent. À cet ensemble s'ajoutent des infrastructures permanentes, sachez-le, qui renforcent l'idée d'un site autonome, hangar, bâtiment administratif de type ranch office, accès aérien privé et parmi les structures décrites comme un garage chauffé à multiples baies, un détail dans les échanges retient l'attention et change littéralement la texture du lieu. En effet, à l'intérieur de cette structure, on parle d'un déshydratateur industriel présenté comme destiné à produire du jerky. Pareil, j'en parle dans mes vidéos. Et c'est précisément ce type de détail qui, dans une enquête, compte davantage qu'une phrase spectaculaire. Parce qu'en vérité, il déplace la question. En effet, pourquoi un équipement de ce type apparaît-il dans un espace décrit comme un simple garage? Et pourquoi ces infrastructures conçues pour fonctionner en autonomie donnent-elles l'impression d'un lieu où l'on prépare, où l'on traite, où l'on conserve, bien plus que d'un lieu où l'on stationne? Alors, il ne s'agit pas ici d'affirmer quoi que ce soit de façon catégorique, mais il s'agit de refuser de réduire des éléments aussi pertinents à une banalité quand le reste du dispositif, en plus, lui, ne cesse d'indiquer un périmètre pensé pour l'isolement, la durée et la discrétion. Lorsque l'on passe des images aux dépositions, le ranch apparaît à plusieurs reprises et il apparaît précisément dans des récits qui ne se limitent pas à l'île. Les sœurs Farmer l'ont mentionné, Virginia Giuffre l'a évoqué. Les chronologies judiciaires l'inscrivent dans la cartographie des lieux associés au réseau d'Epstein et l'ensemble des documents rendus publics ces derniers mois renforce l'idée que ce territoire continental faisait partie d'un dispositif plus vaste où se croisent logistique, recrutement, déplacement et mise en scène. Des investigations fédérales ont eu lieu, des saisies ont été opérées, mais aucune fouille exhaustive et intégralement rendue publique de l'ensemble de ces milliers d'acres n'a clos la question. Et cette absence de clôture devient d'autant plus lourde que le dossier, loin de s'éteindre, a donc connu un nouveau cycle. Voilà donc que début février 2026, le procureur général du Nouveau-Mexique, Joel Torres, annonce la relance d'une investigation concernant le ranch dans le sillage de l'analyse des millions de pages désormais accessibles. Le territoire revient au centre du dossier au moment même où son statut change. Vous allez comprendre et vous allez voir que ce télescopage est à lui seul un événement narratif majeur parce qu'il met en collision deux dynamiques que l'on présente habituellement comme séparées. Le temps judiciaire qui réclame des preuves, des archives, des procédures, et le temps symbolique qui réclame un récit, un geste, une reconversion. Parce que oui, dites-vous qu'entre-temps, en 2023 exactement, le ranch s'est donc vendu, je vous le disais en intro, pour 13,4 millions de dollars à une entité liée à la famille de Don Huffines. Don Huffines est un ancien sénateur du Texas, candidat à la fonction de contrôleur des finances publiques de l'État. C'est-à-dire un poste chargé de superviser les comptes, les audits, la transparence budgétaire et en creux, l'idée même de contrôle dans l'appareil public. Et donc ce monsieur, pas anodin du tout a donc acheté le ranch et l'a rebaptisé dans la foulée San Rafael Ranch, en référence, accrochez-vous, à l'archange Raphaël. Quand même. Ce genre de choses, je le répète, ne peut pas être anodin. L'archange Raphaël, figure de guérison, l'une des figures célestes les plus vénérées, principalement connu comme le guérisseur divin des maux physiques, émotionnels et rituels, a été choisi pour cet endroit où des choses
diaboliques se sont déroulés et tout ça dans le timing à une vitesse folle, quoi. Et dites-vous qu'en plus, cette rhétorique est entièrement assumée, hein. C'est même celle d'une reconsécration, selon le propriétaire. What the enemy once meant for evil, God can redeem for good. Comprenez, ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu peut le transformer en bien. Et c'est exactement ce qu'a écrit le propriétaire, M. Huffins, à propos de sa nouvelle acquisition. Le projet annoncé n'est donc plus simplement immobilier, il est moral. Et accrochez-vous, son but est de transformer le site, donc je vous le disais en intro, en camp chrétien, en retraite spirituelle, en espace de restauration. Mais comment ça c'est possible? Des travaux sont évoqués, une reconfiguration est engagée. Le lieu ne doit plus être associé à la prédation, mais à la guérison. Et c'est précisément ici que, selon moi, le dossier change de dimension. Et c'est précisément cet aspect-là que je voulais voir avec vous. Les fonds issus de la vente de Zorro Ranch alimentent le fonds d'indemnisation des victimes via la succession d'Epstein officiellement, ce qui donne à l'ensemble une apparence de clôture morale, comme si l'économie du scandale pouvait se solder par une transaction, puis être transfigurée par une nouvelle étiquette. Et c'est précisément ici que la séquence devient saisissante, parce qu'elle aligne dans un même mouvement des dépositions évoquant des abus présumés, des connexions élitaires documentées dans des correspondances, une investigation relancée en 2026 et au milieu, une requalification religieuse explicite, un changement de nom, un changement de destination, comme si l'on cherchait moins à effacer la matière du lieu qu'à déplacer sa signification. Je le répète, dans un état en plus où les montages de type LLC peuvent introduire des niveaux variables d'opacité dans les chaînes de propriété, la question de l'accès réel au territoire, du contrôle effectif des infrastructures et de la temporalité des travaux au regard des investigations n'est pas un détail technique. C'est le cœur d'un mécanisme. Parce qu'un territoire qui change de récit avant que son passé ne soit intégralement disséqué devient un territoire où la mémoire peut être de fait reconfigurée. Je sais, vous pensez que je vais loin, mais attendez la suite. Que signifie la transformation d'un site chargé d'allégations en centre de guérison au moment même où l'enquête se rouvre, les amis? S'agit-il d'une purification sincère, d'un recouvrement narratif destiné à absorber la mémoire du site ou d'une continuité structurelle opérant sous une façade renouvelée où l'on ne détruit pas l'architecture parce que l'architecture n'est pas un accident mais un outil? La question à ce stade n'est plus seulement que s'est-il passé, elle devient que fait-on historiquement des lieux où quelque chose de cet acabit s'est produit. Et c'est exactement ici que mon acte 2 doit s'ouvrir, parce que Zorro Ranch n'est peut-être pas une exception moderne, mais bel et bien une variation contemporaine d'un geste ancien, celui par lequel les lieux compromis ne disparaissent pas, mais se superposent, se requalifient, changent de nom, changent de fonction et conservent pourtant, sous la couche nouvelle, la structure et l'empreinte de ce qu'ils ont été. Et là, justement, je vous l'avais dit, je voulais revenir à nos anciennes civilisations. Ce sujet, ce pont est parfait parce que vous allez voir que c'est encore des ficelles qu'on connaît et qui reproduisent. Ce que nous avons établi ici, c'est donc qu'il y a bien une séquence contemporaine. Un territoire compromis, documenté, cité, relancé, puis rebaptisé, recouvert par une théorique de guérison et une destination spirituelle. La tentation pour le public serait de voir là un événement isolé, une bizarrerie moderne, une anecdote immobilière à l'ombre d'un scandale. Or, c'est précisément l'erreur que le pouvoir compte toujours sur nous pour commettre. Considérer chaque requalification comme une singularité alors qu'elle appartient à une grammaire historique, répétée, éprouvée, presque industrielle. Pour démontrer ce point, je ne vais pas vous empiler plein d'exemples, mais je vais vous en donner certains stratégiques pour mettre au jour un mécanisme. Puis je vais vous montrer que ce mécanisme, il se retrouve identique dans sa logique à travers des siècles, des empires, des religions et des régimes. Ce mécanisme, les amis, tient en une seule et unique phrase. Le pouvoir ne détruit pas les lieux chargés, il les absorbe. Parce qu'un lieu saturé de mémoire est une ressource. Et qu'une ressource, on ne la brûle pas, les amis. On la capte.
Et oui, ce qui se joue avec Zorro Ranch n'a rien d'un épisode isolé, ni d'un caprice de communication, ni même d'un simple changement d'affectation immobilière. Ça, je ne le crois pas une seule seconde. Si l'on veut le comprendre sans se faire justement piéger par le présent et ce qu'ils essaient de nous faire en termes de bourrage de crâne, il faut regarder le passé. Non pas comme une suite de tâtes, mais comme une science du pouvoir. Car l'histoire du pouvoir, lorsqu'elle est honnêtement lue, révèle une règle brutale. Les lieux chargés ne sont presque jamais détruits, vous allez le voir, parce qu'ils ne sont pas seulement des endroits. Ils sont des nœuds, des condensateurs, des points de fixation de mémoire, donc des leviers. Détruire un lieu saturé de mémoire, c'est reconnaître sa puissance et accepter une rupture. C'est laisser un vide où une légende peut dorénavant proliférer librement. Le recouvrir, au contraire, permet de gouverner le récit, de transformer une charge en dispositif, de déplacer l'interprétation sans perdre l'avantage que donne la centralité du lieu. C'est l'essence même de la reconsécration. Non pas effacée, je le répète, mais absorbé, non pas annulé, mais reprogrammé. Vous avez du mal à le croire encore? Vous doutez de ma présentation? Pourtant, vous allez le voir, des exemples, il y en a pléthore. Et je vais vous en donner quelques-uns parmi les plus indiscutables. On va d'abord commencer par Rome. Et oui, à Rome, nous avons le Panthéon, qui résume parfaitement cette logique avec une clarté presque insolente. Et il faut le rappeler d'emblée pour comprendre ce que le geste signifie vraiment. Parce qu'à l'origine, ce bâtiment n'a rien d'une église. C'est un temple romain, consacré au dieu de l'Empire. Un dispositif païen pensé pour inscrire l'ordre du monde dans la pierre. Et donc, inscrire l'ordre du pouvoir dans la mémoire. Ce lieu n'a absolument pas été conçu comme une église utile, mais comme un instrument cosmologique, un temple où la géométrie, la verticalité, la lumière et l'ouverture au ciel matérialisaient l'ordre impérial et l'idée que le monde avait un centre. Ce centre étant littéralement organisé par l'architecture elle-même, par ce dôme, tiens, encore un dôme, et cette ouverture qui font descendre le ciel dans l'espace des hommes, comme une mise en scène permanente de la légitimité. Quand une structure de pouvoir aussi massive se renverse au profit de notre récit, la solution la plus évidente serait de détruire l'ancien, de faire table rase, de marquer la rupture. Et pourtant, l'histoire montre précisément l'inverse. L'Église n'a absolument pas rasé le Panthéon. Elle le consacre, elle le convertit, elle le reprogramme. Le temple païen devient basilique. L'opération est d'une intelligence froide. On neutralise l'ancien culte en le contenant dans une nouvelle liturgie. On impose un nouveau récit sans renoncer à l'aura accumulée. On conserve la puissance du lieu, mais on la place sous une nouvelle autorité. Ce n'est pas seulement un changement de religion, c'est une stratégie de contrôle mémoriel. Et le Panthéon n'est pas l'exception. C'est le prototype, les amis. On peut voir aussi, et je pars, parce que je vous ai dit, je vais donner que quelques exemples. À Mexico, le geste devient encore plus violent, parce qu'ici, il ne s'agit plus de convertir un bâtiment, mais de conquérir une mémoire. Vous allez comprendre. Je parle du Templo Mayor. Le Templo Mayor était un centre rituel, politique et sacrificiel de l'Empire aztèque. Autrement dit, un lieu où l'ordre du monde se manifestait dans le rite, où le pouvoir se montrait dans la mise en scène. Là encore, les conquérants auraient pu s'installer ailleurs. Ils auraient pu choisir un terrain neutre. Ils auraient pu choisir un emplacement vierge. Mais pas du tout, parce qu'un pouvoir qui comprend la symbolique ne s'installe jamais au hasard, et ça on l'a vu à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Et voilà donc que c'est la cathédrale métropolitaine qui est construite sur ce complexe sacré. C'est clairement une prise de territoire au sens le plus pur, une confiscation du centre, une manière de dire « votre axe devient le nôtre ». Construire au-dessus, ce n'est pas remplacer, c'est écraser l'ancien récit sous une nouvelle architecture afin que la population continue de converger au même point, mais avec un autre sens, un autre vocabulaire, une autre autorité.
Et vous allez voir que ce n'est pas un cas isolé dans le Mexique colonial, parce que là, j'ai vu que ce schéma se répétait beaucoup. Autour de grands sites mayas, y compris dans la zone de Chichen Itza, la requalification ne passe pas seulement par la destruction des anciens temples, mais par la superposition, la reconversion, l'encadrement, le recouvrement. Là où la mémoire est dense, on ne laisse pas le lieu respirer librement. On l'entoure, on le recontextualise, on le réordonne. Le centre doit continuer d'être centre, mais sous contrôle. La centralité est trop précieuse pour être abandonnée. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sens et que c'est très parlant. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a encore Jérusalem, où ce mécanisme atteint sa forme la plus nue, parce que le mont du Temple devient l'exemple absolu d'un lieu dont la puissance traverse les régimes. Rendez-vous compte, 3 religions, un même point, 3 narratifs successifs, parfois inconciliables, mais une constante. Le lieu demeure, le récit change, le pouvoir passe, le verrou reste. Et ce que démontre Jérusalem, c'est que la topographie sacrée n'est pas un détail théologique, c'est bel et bien une structure politique. Détruire un tel ou tel point, ce serait créer un vide, un narratif incontrôlable. Par contre, le maintenir, le transformer, l'inscrire dans une continuité nouvelle, c'est garder la main sur la mémoire collective. Et vous savez combien ça leur coûte, quoi. La mosquée cathédrale de Cordoue prolonge encore la preuve par une autre méthode, presque chirurgicale cette fois. Après la Reconquista, l'édifice islamique omeyyade n'est pas rasé comme un affront à effacer. On y insère une nef chrétienne, on traverse la structure, on conserve les arcs, la forêt de colonnes, l'empreinte visuelle de l'ancien monde, mais on impose une nouvelle hiérarchie interne, un nouvel axe, une nouvelle consécration. Le lieu change de maître sans cesser d'être lui-même. Et c'est précisément l'intérêt stratégique. Détruire aurait fait surgir une rupture, donc un traumatisme, donc une mémoire autonome. Intégrer permet de neutraliser sans offrir à l'ancien récit le prestige de l'effacement. À ce stade, les amis, la règle est claire. Un lieu chargé est rarement annulé. Il est absorbé, parce que l'absorption permet une chose essentielle, la réécriture. Et on le sait, cette réécriture dans le monde contemporain ne passe plus uniquement par la liturgie, elle passe par l'économie, elle passe par la narration marketing, par le storytelling, elle passe par le langage de la renaissance, de la transition, du nouveau départ. Une île privée associée à un scandale ne devient pas un cratère, elle devient un actif à repositionner. Le territoire reste, mais l'histoire qu'on raconte autour change d'angle. Little St. James, justement, je viens de vous le dire, a été visé par des tentatives de repositionnement, avec ce réflexe typiquement moderne, remplacer un imaginaire par un autre, substituer au scandale une promesse de luxe, de resort, d'investissement, comme si un vocabulaire suffit à transmuter la mémoire. Eh bien, dites-vous que la logique ne s'arrête pas qu'aux lieux religieux ou insulaires. Elle s'inscrit au cœur du politique lui-même. Et je vais vous donner un dernier exemple. À Washington, Capitol Hill désigne la colline sur laquelle se dresse le Capitole des États-Unis, le bâtiment où siègent le Sénat et la Chambre des représentants. Autrement dit, le centre législatif du pays. Ce choix topographique n'est pas anodin. Le nom Capitole est un héritage direct du Capitole romain, la colline sacrée de l'Antiquité où s'élevait le temple de Jupiter et où s'organisait le pouvoir de la République. Depuis l'Antiquité, la hauteur est associée à l'autorité parce qu'elle matérialise physiquement la hiérarchie. Le haut domine, le haut voit, le haut décide. Rome avait son Capitole, Athènes son Acropole. Les puissances modernes importent ces codes non pour faire joli, mais pour inscrire le politique dans une continuité quasi sacrée. L'architecture devient une théologie laïque. On gouverne par des lois, mais on gouverne aussi par des symboles. Et un symbole bien placé vaut parfois
une constitution. Mais ça, ceux qui n'ont pas assez de culture à ce sujet ne le voient même pas. Même les sanctuaires médiévaux qui offraient un endroit d'asile racontent cette même mécanique sous une forme juridique ancienne, mais redoutablement efficace. Lorsqu'un criminel franchissait le seuil d'une église, la justice profane était suspendue. Le lieu sacré absorbait temporairement la faute, puis la requalifiait en exil ou en pénitence contrôlée. Le crime n'était absolument pas effacé, il changeait de statut parce qu'il changeait d'espace. La consécration modifiait la perception. Autrement dit, le lieu ne supprimait pas le scandale, il le contenait, le redéfinissait, le rendait gérable. Et c'est précisément ce point qui doit nous alerter. Et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo et voir ça avec vous aujourd'hui. Lorsqu'un territoire associé à des accusations graves est placé sous une bannière religieuse, la question n'est pas seulement morale, elle devient structurelle. L'espace change le récit. Alors je sais, pris séparément, ces exemples pourraient vous sembler lointains. Pris ensemble, ils forment un dossier. Ils démontrent que les pouvoirs ne se contentent pas de punir ou d'oublier. Ils réorganisent l'espace pour réorganiser la mémoire. Ils savent que laisser un lieu chargé sans récit, c'est laisser une plaie ouverte. Alors ils recouvrent, ils sanctifient, ils rebaptisent, ils rebrandent, ils superposent. Et maintenant, il me semble que la question inévitable, c'est que quand un territoire associé à des accusations graves est renommé, requalifié, placé sous le signe de la guérison et converti en destination morale, assiste-t-on à une purification sincère ou au contraire à une opération de recouvrement narratif destinée à transformer ce qui devrait rester un stigmate en façade, ce qui devrait rester une alerte en décor, ce qui devrait rester une trace en légende marginale. Pour moi, ces exemples montrent clairement une chose, et j'estime même que c'est peut-être l'une des transitions très importantes du dossier. Les pouvoirs n'effacent pas les lieux chargés, ils les absorbent pour réécrire l'histoire. Et si c'est vrai, si j'ai raison, alors ce qui se joue au Nouveau-Mexique n'est pas un hasard ni un accident, mais une stratégie identifiable, une stratégie que l'on peut analyser froidement, juridiquement, financièrement, religieusement et mémoriellement. Il me semble qu'à ce stade, la question n'est plus anthropologique, elle n'est plus historique, elle n'est plus comparative, elle devient stratégique. Vous l'avez compris, depuis le début de mon sujet, une interrogation flotte en arrière-plan. Pourquoi ne pas avoir détruit le lieu ? Pourquoi ne pas avoir rasé, dynamité, neutralisé définitivement un territoire associé à des accusations d'une gravité extrême ? Ou à minima, les maintenir sous scellé jusqu'à la fin des dossiers ? La réponse la plus évidente serait morale, parce que l'on préfère la rédemption à la destruction. Mais comme vous venez de le voir, si l'on raisonne en termes de pouvoir, la destruction pose un problème fondamental. Détruire un lieu, c'est reconnaître qu'il était toxique. C'est admettre que ce qui s'y déroulait était suffisamment grave pour justifier l'effacement matériel. C'est figer le scandale dans la pierre. C'est produire un mémorial involontaire. Or, un mémorial stabilise la mémoire. Il empêche le glissement. Il rend impossible la dilution progressive du récit. Le pouvoir, lui, ne fonctionne pas par fixation. Il fonctionne par déplacement. Un territoire n'est jamais seulement un symbole, c'est une topographie, une surface, un isolement géographique, des accès contrôlables, des infrastructures préexistantes, une organisation spatiale pensée pour l'autonomie. Zorro Ranch n'est pas une maison isolée au milieu du désert, c'est un domaine massif, structuré, doté de routes internes, de bâtiments multiples, d'installations permanentes, d'une implantation qui permet le contrôle discret des flux et des présences. Clairement, détruire un tel site reviendrait à abandonner un actif. Et ça, ils ne le veulent pas. Le conserver, en revanche, permet autre chose. Le normaliser, le réinscrire dans une légitimité morale, le repositionner sous une bannière qui désamorce l'imaginaire négatif. Et quoi de mieux qu'un camp de chrétiens. C'est ici que le choix du registre religieux prend tout son sens. Renommer le domaine San Rafael Ranch n'est pas un détail esthétique. Raphaël n'est pas une figure neutre. Je vous le disais, dans la tradition chrétienne, il est l'archange de la guérison, celui donc qui restaure, qui soigne, qui accompagne la réparation. L'inscription symbolique est immédiate. Un lieu associé à des abus devient par proclamation
un espace de guérison. La rhétorique est assumée, je vous le disais encore. Ce que l'ennemi destiné au mal, Dieu peut le transformer en bien. Cette phrase n'est pas seulement spirituelle, elle est selon moi purement stratégique parce qu'elle installe une dissonance cognitive. Un centre chrétien dédié à la restauration morale ne peut par définition être associé à la continuité d'un système de prédation. Donc en fait, ils ont l'impression de casser le schéma. La bannière religieuse agit comme un filtre émotionnel. Elle rend toute suspicion plus coûteuse symboliquement. Elle transforme l'interrogation en irrévérence potentielle. Et quand je vois ce que certains sont capables de faire sur une prononciation, ça a tellement de sens. La religion devient alors non pas une simple orientation spirituelle, mais un écran narratif. Or, l'histoire des structures de pouvoir, je viens de vous le démontrer, montre un principe récurrent. Les systèmes exposés ne disparaissent pas nécessairement. Ils se reconfigurent, ils mutent, ils changent d'apparence, ils redistribuent leurs fonctions, tout en conservant leur infrastructure. La question n'est donc pas d'affirmer que quoi que ce soit continue, je vais être striké. Mais je n'en pense pas moins, parce que ce serait peut-être irresponsable de ma part. Je répète, je n'en pense pas moins. Mais je vais le poser de manière plus froide, plus structurelle. Quand un espace stratégique reste intact, quand ses accès demeurent contrôlés, quand sa topographie n'est pas altérée, quand ses infrastructures ne sont pas démantelées, que signifie réellement sa reprogrammation? Question purement rhétorique. S'agit-il d'une transformation profonde ou d'un changement de façade? L'hypothèse n'est pas morale, elle est systémique. Les élites, qu'elles soient politiques, financières, scientifiques ou institutionnelles, ne détruisent pas aisément leurs actifs logistiques. Elles les réaffectent, elles les recyclent, elles les déplacent dans de nouvelles matrices narratives qui rendent leur existence compatible avec l'ère du temps. Et la véritable variable ici n'est peut-être ni la religion, ni l'immobilier, c'est le temps. La mémoire collective ne fonctionne pas par archive infinie, elle fonctionne par symbole dominant. Dans 10 ans, si le site opère comme annoncé, il sera associé à des retraites spirituelles, à des séminaires, à des images propres, à des témoignages de conversion. Le référentiel visuel aura changé, le symbole aura muté. Et on pourra presque vous dire que l'histoire de Epstein est une légende urbaine. Dans 20 ans, le scandale sera une note historique, un paragraphe dans un dossier plus vaste, une référence consultée par ceux qui cherchent, mais absente de la surface culturelle. Le territoire, par contre, lui, sera toujours là. Et ce qui s'y passe derrière les portes fermées, il faudra peut-être qu'on attende encore de nombreuses années. Changer le symbole, c'est orienter le souvenir. Reprogrammer un espace, c'est influer sur la mémoire future. Les civilisations anciennes détruisaient parfois rituellement les lieux qu'elles considéraient comme irrémédiablement chargés, précisément pour briser leur fonction symbolique. La modernité opère différemment. Tiens. Elle ne détruit plus, elle absorbe, elle rebaptise, elle réaffecte, elle intègre le passé dans une narration nouvelle, moralement stabilisée. La question finale n'est donc peut-être pas de savoir si ce qui s'est passé à Zorro Ranch est terminé. Je pense que c'est loin d'être le cas. Ce qui se joue ici dépasse largement un simple changement de propriétaire ou une déclaration d'intention spirituelle. Ce que nous observons, si l'on prend un pas de recul, ressemble à une opération multicouche parfaitement lisible. Elle est juridique, d'abord par le transfert formel de propriété et la normalisation administrative du site. Elle est financière, ensuite, par la réintégration d'un actif immobilier massif dans un circuit économique stabilisé, débarrassé de son statut de scandale gelé. Elle est religieuse, par l'invocation explicite d'un archange guérisseur et la promesse de transformation morale. Elle est stratégique, enfin, parce que les territoires, lui, demeurent, surface, isolement, infrastructure, contrôle des accès, implantation géographique, mais qu'on ne va plus vouloir y regarder d'aussi près. On ne parle donc pas d'un geste isolé, on parle bel et bien d'un repositionnement total. Les structures de pouvoir ne s'effondrent presque jamais sous le simple poids d'un scandale. Malheureusement, ce serait trop beau et ce serait trop simple. Mais j'ai bien l'impression que plutôt elles changent d'apparence plus souvent, bien plus souvent qu'elles ne disparaissent. Un domaine isolé, vaste, connecté à des réseaux d'élite impliqués dans l'un des plus grands scandales contemporains ne devient pas neutre par simple déclaration d'intention. Changer l'usage déclaré ne garantit pas, malheureusement, la disparition des réseaux qui l'ont animé. Et ça, je veux bien que ce soit
présent dans la tête de tout le monde. La transformation en camp chrétien peut être interprétée de plusieurs manières simultanées, comme une requalification morale sincère, comme une opération de normalisation publique, comme une saturation symbolique destinée à désamorcer l'imaginaire négatif, ou comme une réécriture progressive de la mémoire attachée au lieu. Ces interprétations, bien évidemment, ne s'excluent pas, elles peuvent bien évidemment coexister, mais il serait naïf de croire que le système qui a rendu possible l'affaire Epstein a disparu avec lui. Non pas par cynisme, mais parce que l'histoire montre que les réseaux d'influence ne se dissolvent pas. Ils se reconfigurent, et ça, n'en déplaise aux rageux. Et cette mécanique n'est pas nouvelle. Et cette mécanique mérite des analyses bien plus profondes que des gens qui s'entêtent à vouloir polémiquer sur un nom. Je ne vais pas tout vous refaire dans cette conclusion, mais je pense que les exemples que je vous ai donnés le prouvent, parce que c'est un motus operandi qu'on peut constater dans l'histoire. Et ça, c'est quand même dingue. C'est des ficelles qui ont lieu depuis la nuit des temps et qui, j'espère, aujourd'hui deviennent grossières et visibles. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a paru en traitant cette actualité aujourd'hui avec vous. On ne peut pas nier qu'à chaque époque, le schéma est identique. Un lieu chargé, une superposition, un nouveau récit, une nouvelle légitimité. Je le répète, ce n'est pas un accident, c'est un pattern civilisationnel. Détruire un lieu, c'est reconnaître son poids, le reconsacrer, c'est tenter d'en reprendre le contrôle. Et reprendre le contrôle d'un lieu, c'est reprendre le contrôle de son histoire. Parce que je suis désolée, mais quand même, peut-on réellement purifier un territoire si la vérité qui l'a marqué n'a jamais été intégralement exposée? Peut-on sanctifier une terre sans avoir confronté ce qu'elle a porté? Les investigations sont même pas terminées que le truc c'est déjà un camp de chrétiens. Et surtout, qui décide qu'un lieu est officiellement réhabilité? Parce que là, ça commence à devenir vraiment trop simple. Ce que l'on transforme n'est pas toujours ce que l'on efface. Parfois, c'est simplement ce que l'on maquille. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, il y avait tout ce que j'aime, puisque ça me reconnecte un peu aux civilisations anciennes et à comment on a réécrit l'histoire. Ça va complètement dans l'ADN de ma chaîne et ça me permet de faire un petit glissement sans une rupture avec le dossier Epstein qui reste quand même au cœur de l'actualité en ce moment et on découvre tous les jours des horreurs, mais me permettre aussi de faire un petit break parce que les 2 vidéos que j'ai fait les 2 derniers dimanches, ça a été très compliqué pour moi parce que les trolls sont présents. Les trolls, ils sont là sur des sujets aussi problématiques pour déplacer les conversations et nous faire nous noyer sous des détails argumentaires pathétiques. Bref, et donc voilà, ça me permettait de souffler tout en restant dans l'actualité et d'enfoncer le clou sur pas mal de choses que je dénonce sur ma chaîne concernant les narratifs officiels. Voilà, cette fois-ci, tout est dit et tout dit. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen et le plus simple, c'est de liker, de commenter, de partager et de booster. Ça aide de fou en termes de référencement organique. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et j'ai besoin d'être fort parce que sachez que sur mes 2 dernières vidéos Epstein, j'ai été démonétisée. C'est pas grave, mais bon, c'est compliqué parce que je vous promets, le temps que ça prend d'aller sur les sites et d'essayer de trier et de pas se fier à ce qui a été dit, redit, prédigéré, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui circulent. Enfin bref. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour nos dossiers du jeudi, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.